Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h14 et votre invité ce matin, Jean-François Aquili, vous recevez Thierry Mariani, qui est député européen et candidat RN à la mairie de Paris. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Les agriculteurs en colère vont-ils rester mobilisés pour Noël et les fêtes de fin d'année? Vous avez entendu le gouvernement qui ne tolérera plus de nouveaux blocages, c'est ce que dit la porte-parole Maud Bréjon. Quant à Laurent Nunez, lui, il appelle à la responsabilité pour lever les barrages. Qu'est-ce que vous dites ce matin, vous ? Je comprends la colère des agriculteurs parce que franchement, quand on voit les derniers événements où le gouvernement a fait preuve d'une brutalité quand même totalement, j'allais dire, excessive. Quand on utilise un hélicoptère, les blindés de la gendarmerie pour tout ça, pour accompagner un abattage d'un élevage, c'est quand même disproportionné avec des agriculteurs qui ne sont pas des voyous. Mais vous, Thierry Mariani, vous êtes quand même, vous, un partisan de l'ordre public. Absolument. Des blocages en période de fin d'année, ça vous dérange pas, ça? Si, ça me dérange, mais je remarque qu'ils sont responsables. Voilà, ils manifestent, mais jusqu'à présent, ils font des barrages filtrants, ils l'ont dit très clairement. Par exemple, j'écoutais ce matin certains responsables agricoles qui disaient on laisse passer les touristes, par contre on bloque certains camions parce qu'on veut être sûr qu'il n'y ait pas de bêtes qui transitent par notre territoire et qui pourraient à nouveau développer la maladie. Donc non, ils sont responsables, il n'y a aucun problème. Simplement, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait un allègement du protocole et qu'on fasse, si vous permettez très simplement, la même chose qu'à l'île de la Réunion en 1992, c'est-à-dire quand il y a une bête contaminée, on n'abat pas tout le troupeau immédiatement, on isole le reste du troupeau et on attend de voir si c'est nécessaire et s'il y a d'autres bêtes contaminées. Ça, c'est la revendication de la coordination rurale, de la Confédération paysanne. Comment est-ce que vous expliquez, Thierry Mariani, que cette idée-là ne s'impose pas aujourd'hui, que l'abattage continue? Parce qu'on a un gouvernement qui, à chaque fois, d'abord, n'est pas dans le dialogue et deuxièmement, prend des mesures catégoriques. Je vous rappelle que l'Union européenne, pour une fois, l'Union européenne n'impose pas l'abattage. Et d'ailleurs, l'abattage systématique des troupeaux dès qu'il y a une bête contaminée. Et d'ailleurs, si vous regardez, l'Italie a une autre stratégie. J'ai entendu ce matin que la ministre de l'Agriculture allait en Italie voir comment ça se passait. Tant mieux, parce que ce qu'on demande simplement, ce que demandent les agriculteurs, ils sont responsables. Quand une bête est contaminée, il faut l'abattre. Mais c'est pas forcément que tout le troupeau est contaminé. Mettons ce troupeau, dans ce cas-là, en quarantaine et regardons l'évolution. En attendant, vaccinons. Alors il y a le sujet connexe, c'est la signature avec le Mercosur, report de la signature. Vous dites bravo? Report, vous dites bravo? Non, je vous pose la question. Vous me dites ça avec le sourire, c'est-à-dire que je pense que vous avez tout à fait compris, comme beaucoup de Français, que franchement, un mauvais traité appliqué à partir de décembre, ça reste un mauvais traité si on le signe en janvier. Voilà. Faut pas signer alors. Comment? Faut pas signer. Non, de toute façon, si vous voulez mon avis, je pense qu'il sera accepté. Pourquoi on a obtenu un report, soyons clairs, parce que Mme Meloni, qui est un peu plus écoutée que M. Macron à Bruxelles, s'est joint à cette position pour des raisons nationales en Italie, et c'est vrai que France plus Italie, on a obtenu un report. Mais l'Italie est très claire, pour elle, ce n'est qu'un report, et donc en réalité, ce qu'on demande de nous, c'est qu'on ne signe pas ce traité. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, dans ce traité, le grand perdant, ce sera l'agriculture française. Vous savez, tous ces traités de libre-échange, si vous me donnez une minute, sont bâtis sur le même modèle. On importe des produits agricoles, on exporte des produits industriels. Conclusion, le grand gagnant, c'est toujours l'Allemagne, puisque malheureusement notre industrie est en baisse, alors que le grand perdant sur les importations, c'est toujours l'agriculteur français. Mais à quoi ça sert de ne pas signer seul dans son coin? C'est-à-dire tous les autres signent sauf nous. Mais de toute façon, il faut être clair, quand M. Macron dit « jamais je n'accepterai », c'est un traité commercial. Les traités commerciaux sont de la compétence exclusive, j'ai bien dit exclusive, de l'Union européenne. Donc ça veut dire que même s'il y a un État ou deux États qui sont contre, ils n'ont pas de pouvoir de veto. C'est ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Et la minorité de blocage. Voilà, et donc il n'y a pas de minorité de blocage. Enfin, je veux dire, un État comme la France, même avec 2 ou 3 autres États, ne peut pas bloquer. Donc là, invitez-moi en février. Ne pas signer, mais ça ne sert à rien. Voilà.
C'est jeu boude. Appliqué, voilà, je veux dire, il sera appliqué. On n'avait pas signé le CETA, je vous rappelle, le traité avec le Canada. Même si certaines filières françaises aimeraient bien cet accord, je citerai la filière du lait, du vin, peut-être des alcools, des spiritueux, peut-être même certains industriels se disent il y a des choses peut-être à retirer de cet accord. Vous avez entièrement raison, ça prouve que vous avez étudié le dossier, ce qui n'est pas le cas de tous vos collègues. C'est que si on est honnête, par exemple pour la filière viticole, oui. Bien c'est a priori positif. Vous qui avez été longtemps un élu vauclusien, il y a du vin là qui veut s'exporter là. Bien sûr, mais je vous le dis, ce qu'on demande, c'est que dans un traité, on mette ce qui nous est pas défavorable, c'est tout. Par exemple, quand M. Macron dit on va négocier des clauses de sauvegarde ou des clauses miroirs, on sait très bien que c'est inapplicable et refusé. Donc, il faut savoir que si ce traité est appliqué, il y aura quelques gagnants, mais il y aura des très grands perdants qui seront l'élevage français. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas demander à ce que l'élevage soit sorti ? Je vous rappelle qu'on a déjà signé ces dernières années un traité avec le Chili, où c'est aussi l'élevage qui est l'un des points clés. Un traité avec la Nouvelle-Zélande, qui est aussi l'élevage et le point clé. Voilà, à chaque fois, on importe de la viande de l'autre bout du monde, alors qu'on ferait mieux de soutenir les producteurs français et européens. Thierry Mariani, vous avez entendu le président, nous devons être forts pour être craints, c'est ce qu'il dit devant les militaires aux Émirats en lançant le nouveau porte-avions pour remplacer à terme le Charles de Gaulle. Première question, la France est toujours crainte à vos yeux ? J'hésite de moins en moins, mais oui, faut pas banaliser. On est le seul pays de l'Union européenne qui, grâce à l'héritage du général de Gaulle, a la force nucléaire. Voilà. Rappelons-le. Oui, si on met la Grande-Bretagne qui est sortie, à part, elle est plus dans l'Union européenne. Hein. Et en plus, la Grande-Bretagne, comme vous le savez, a une double commande pour sa force nucléaire. Il faut l'accord des Américains, alors que les Français. Nous sommes les seuls dans l'Union. Nous sommes les seuls. Voilà. Et donc, est-ce que je crois que le territoire français peut être attaqué, puisqu'à l'heure actuelle, on fait peur à toute la planète, à tous les Français pour leur expliquer que demain les chars russes risquent d'arriver à Brest ? Non. Je ne crois pas cela. Par contre, il y a des menaces hybrides, il y a effectivement des actes d'hostilité contre nous. C'est contre ça qu'il faut se protéger. Mais pour être très clair, je ne crois absolument pas à une guerre de haute intensité qui toucherait le territoire français, parce qu'on est le seul pays à avoir la force nucléaire. Ce nouveau porte-avions est une décision importante, vous la saluez? Oui, c'est une décision nécessaire. Ouais. Le porte-avions que nous avons, le Charles de Gaulle, est déjà un peu vieillissant. De surcroît, pour avoir toujours un porte-avions à l'eau, il en faut 2 par définition. Et donc, c'est une bonne décision. Elle arrive un peu tard. Je ne sais pas comment on va la financer, parce que vous connaissez le budget. Ouais. En tout cas, j'ai appris qu'au mieux, ce serait en 2035. Donc, vous voyez qu'entre-temps, il faut quand même assurer notre sécurité. 2038, date de livraison prévue du fameux porte-avions. À l'instant, c'est une information qui est rendue publique. En Russie, un général de l'état-major, Thierry Mariani, tué dans l'explosion de son véhicule à Moscou. Nous l'apprenons à l'instant. C'est donné par plusieurs sources. Thierry Mariani, il y a on va dire, cette initiative de dialogue entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. C'est une bonne chose? Chaque initiative de dialogue est une bonne chose. Voilà. Après... Pour l'instant, ça n'a rien donné. Hein. Non, mais ça n'a rien donné. Et je pense que franchement, les Russes savent très bien avec qui il faut discuter et qui font de la figuration. Voilà. Mais pour dialoguer, pour être crédible, il faut aussi avoir une certaine position de neutralité. Je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron soit le mieux placé pour ça, après tous les propos qu'il a tenus sur la Russie et sur Poutine. Mais chaque fois qu'on dialogue, c'est mieux que quand on se fait la guerre. Vous êtes identifié comme un élu du Rassemblement national très pro-russe, très pro-Moscou. Très pro-français. Ouais. Parce que je pense que vous savez qu'on vous reproche ça en permanence, non, Mariani. Parce que je pense que l'intérêt de la France, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Vous savez, par exemple, on passe notre temps aujourd'hui à dire il faut chercher, il faut trouver les matériaux stratégiques, les matériaux rares. Si l'Europe était liée à la Russie, eh bien, on n'aurait aucun problème économique. 90 milliards d'euros accordés par l'Union européenne, annoncés par Mme Ursula von der Leyen pour de prêts à l'Ukraine. C'est une bonne chose parce que l'Ukraine est en train de faiblir là. Non, c'est une imposture. Pourquoi d'abord? Vous avez raison, l'Ukraine n'a même plus de quoi financer son budget. Donc il faut bien que les Français comprennent, ces 90 milliards, c'est même pas pour payer de l'armement. C'est fait pour financer les hôpitaux, l'école, les fonctionnaires ukrainiens. Deuxièmement, l'Ukraine est ruinée.
et donc elle ne peut pas emprunter. Donc vous avez bien compris le système. L'Union européenne, qui est solvable, emprunte 90 milliards pour les prêter à l'Ukraine. Le problème, quand on prête, c'est qu'en général, on veut être remboursé. Quelles sont les chances que ces prêts soient remboursés? Vous dites que ça ne sera jamais remboursé. Ça ne sera jamais remboursé. Ça ne sera jamais remboursé, et je le dis pour 2 raisons. D'abord, parce que déjà, la Cour des comptes de l'Union européenne, qui fait son job comme la Cour des comptes en France, dit dans ses derniers rapports, l'Ukraine n'est plus solvable, et donc ne remboursera jamais. Et puis en plus, je vous invite, on a reçu, les députés, une note de la division budgétaire le samedi, nous expliquant ce qui avait été décidé. C'est quand même, excusez-moi, savoureux ou ironique. On nous dit que l'Ukraine commencera à rembourser le prêt à l'Europe quand elle aura reçu les réparations de guerre de la Russie. À votre avis, vos auditeurs sont intelligents, est-ce que l'Ukraine a des chances de recevoir des réparations de guerre de la Russie? C'est comme si je disais, est-ce que l'Irak a des chances de recevoir des réparations de guerre des États-Unis? Voilà, c'est une curieuse comparaison quand même. Jamais remboursé. Attendez, la Russie était le pays agresseur, vous en convenez de ça? Absolument. Oui, oui. Mais, et là, il faut faire la paix, il faut signer. Mais les États-Unis étaient aussi le pays agresseur, je vous rappelle, en Irak. Il faut signer là, Thierry Mariani, il faut signer un accord de paix, quel que soit le prix à payer. Et de toute façon, attendez, excusez-moi, on est dans une guerre où aujourd'hui il y a un pays qui occupe 20% de l'autre pays. On est dans une guerre où ce pays qui a 20% de son territoire occupé est ruiné. On est dans une guerre où l'Europe qui soutient l'Ukraine n'arrive plus à payer de quoi soutenir l'Ukraine. Voilà, vous voulez qu'on continue la guerre jusqu'à quoi? Jusqu'au dernier euro ou jusqu'au dernier Ukrainien? Vous savez ce qui est dit, Thierry Mariani, vous donnez un morceau à la Russie, elle voudra prendre le reste. Hein. Je ne pense pas. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, pourquoi cette guerre a été déclarée, rappelons-le quand même, parce que tout simplement l'OTAN pendant des années a avancé en direction de la Russie. La Russie avait averti à plusieurs fois. Vous comme moi connaissions ce qui s'était passé en 1962 à Cuba. C'était quoi? Les soviétiques avaient mis des fusées qui menaçaient les États-Unis. Les États-Unis ont dit ou vous les retirez ou c'est la guerre. Elles ont été retirées. La Russie a fait exactement les mêmes avertissements. On les a pas retirées. On a la guerre. Et malheureusement, on est en train de la perdre. Je dis on parce qu'on est impliqué dans cette guerre puisqu'on la finance. Tout ça coûtera très très cher aux Européens et aux Français. Un dernier point. Je vous rappelle que l'Europe n'a pas d'argent magique. Il faut bien que les auditeurs le comprennent. Donc quand on donne 90 milliards à l'Ukraine, en prêt, qui ne seront jamais remboursés. Ça veut dire qu'à terme, ce sont les Européens qui les payeront. Et que les Français comprennent bien, nous payons 18,5% des dépenses européennes. C'est-à-dire, chers amis français, c'est que ce week-end, avec ce prêt de 90 milliards, nos enfants ou petits-enfants rembourseront 18,5%, c'est-à-dire 15 à 16 milliards dans plusieurs années. Je voudrais qu'on parle de la campagne de Paris qui vous concerne, mais juste un mot encore, quand Jordan Bardella déclarait il y a quelques mois qu'il fallait soutenir l'Ukraine, qu'il fallait y aller, il était un peu presque à contre-courant de ce que disait Marine Le Pen à ce moment-là. Ce n'est plus la position du RN? Je constate qu'aujourd'hui, au Parlement européen et au Parlement français, on est exactement sur la même ligne, c'est-à-dire il faut mettre fin à cette guerre. Thierry Mariani, vous êtes candidat pour le Rassemblement national au municipal à Paris, crédité de 7% d'intention de vote. Le RN qui n'a jamais fait de score dans la capitale, vous le savez, on ne va pas rappeler les chiffres. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? D'abord, merci de ne pas rappeler les chiffres. Moi, je le ferai. On était, il y a 6 ans, à 1,4%, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vrai qu'à Paris, c'est une terre de mission. Vous n'avez pas de candidat. Il n'y a pas de candidat en 2020. Vous avez soutenu un candidat, mais vous n'étiez pas officiellement candidat. On était présent sur la liste, on a soutenu un candidat. Écoutez, moi, je pense qu'il faut que la France retrouve une direction, un président et une majorité à l'Assemblée nationale qui s'occupe vraiment des intérêts des Français et défendent notre pays. Ça passe par progresser, notamment dans les grandes villes. Or, vous savez très bien que le Rassemblement national est plutôt très fort dans les zones rurales et dans les villes moyennes, mais que dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, c'est des terres de mission. Et donc on a décidé en ce moment de présenter des candidats partout, même si nos chances sont faibles. Et puis, excusez-moi, je ne sais pas du tout comment va se passer cette campagne à Paris. Je pense que les deux grands blocs sont absolument pas sûrs d'avoir une majorité absolue selon comment cela se passera. Donc nous présentons nos listes.
Nous serons présents au premier tour, je l'espère au second. Et dans ce cas-là, nous verrons bien si nous arrivons à peser. Sarah Knafo, pour Reconquête, est créditée elle aussi de 7%. Elle n'est toujours pas candidate officiellement. Elle réfléchit toujours. Vous lui lancez un appel ce matin. Après tout, vous n'êtes pas si éloigné avec le corpus idéologique, dans les propositions. Vous pourriez faire un ticket avec Sarah Knafo à Paris. Malheureusement, ça semble difficile en ce moment. Malheureusement, ça semble difficile. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas? Ah ben 7 plus 7, ça fait 14. Non, je suis d'accord. Non mais vous avez raison, c'est pas ironique ma remarque. C'est pas ironique ma remarque. C'est sûr que s'il y avait une seule liste à Paris, on serait assuré de rentrer au conseil municipal. Et croyez-moi que ça me désole. Voilà, le seul problème. Ça peut évoluer, ça, Thierry Mariani? En politique, tout peut toujours évoluer, mais c'est difficile. Je constate que quand même, ces derniers mois, les attaques notamment d'Éric Zemmour ont été surtout sur Marine Le Pen et le Rassemblement national. Et donc voilà, il faudrait qu'il y ait des gestes faits des deux côtés. Vous avez raison, on est d'accord à... Allez, 75% sur les différents dossiers. Sauf que nous, on exclut catégoriquement d'abord une collaboration avec Madame Dati. J'attends de voir si c'est la position de Madame Knafo. Madame Dati est bientôt ministre de Monsieur Macron depuis 2 ans. On peut pas être dans l'opposition. Donc il n'y aura pas de soutien de deuxième tour, on ne sait pas quoi, mais avec on verra au deuxième tour. Vous connaissez la politique comme moi. Le soir du premier tour à 20h, c'est un autre monde. Donc on verra. Moi, je pense qu'il faut toujours éviter le pire. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on nous présente une candidate de droite. Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 ans au ministère de la Culture? Vous êtes capable de me dire une seule chose qu'elle a fait? Donc, pour l'instant, pas de soutien à Rachida Dati. La ministre de Monsieur Macron, qui s'appelle Rachida Dati. Encore un mot, si Maxime Liédo me le permet. Il y a eu un de vos militants de 78 ans agressé jeudi soir lors de votre campagne Porte de Pantin. Il y a ce matin ce reportage dans les pages du Parisien aujourd'hui en France sur cette violence, ce climat qui commence à poindre dans cette campagne des municipales. Que s'est-il passé concrètement? Nos militants qui en plus le plus âgé s'est fait agresser, frapper, pas unique. Parce que tout simplement, ils distribuent les tracts du Rassemblement national. Il faut savoir que dans le 19e arrondissement et le 20e, on a des affiches en disant ce territoire est un territoire interdit au Rassemblement national. Voilà, je rajoute que ce militant, allez sur mes réseaux sociaux, on l'avait en photo. On l'a en photo, puisque maintenant on est un peu prudent, on filme tout. On a en photo... Vous filmez tout? Ah ben oui, parce qu'au moins, dans ce genre d'incident, ça nous permet d'avoir la photo de l'agresseur. Figurez-vous qu'immédiatement, on est allé à la police en donnant la photo. Et alors... Allez sur mes réseaux sociaux et vous découvrirez en plus son nom, puisque le hasard fait que ce personnage enseigne à l'université de Paris-Nanterre. Donc vous voyez, je ne sais pas ce qu'il enseigne, mais en tout cas il se conduit comme un voyou, en tout cas comme certainement pas quelqu'un qui respecte le débat démocratique. Allez, merci à vous Thierry Mariani. Merci beaucoup Jean-François Aquili et merci à vous Thierry Mariani d'avoir été de passage ce matin à ce micro. On le rappelle, un eurodéputé et candidat du RN à la mairie de Paris. Dans un instant, vous allez voir, on va faire un tour par les grands tabous de l'histoire de France. Je ne peux pas vous en dire plus. À tout de suite sur Sud Radio.